Regardez, je vole! Je suis presque à 30 mètres de haut! C'est le rêve qui est devenu réalité grâce à cette aéroplume. Je suis en fait reliée à un ballon dirigeable et il me suffit de battre des ailes pour pouvoir avancer, voler comme un oiseau en faisant un mouvement de brasse. C'est très particulier, j'ai l'impression d'être un poisson qui volerait, un poisson en apesanteur. Et c'est très, très impressionnant. Cette sensation de flotter est extrêmement agréable. C'est indescriptible comme sensation parce que on sent une sérénité immédiate. C'est très amusant comme sensation. On a l'impression d'être un peu cet homme que Léonard de Vinci avait dessiné avec des ailes, l'homme volant. J'ai l'impression d'y être. C'est trop bien. Comment ça se passe pour pouvoir décoller? Il y a une histoire d'équilibrage, c'est ça? C'est ça. Il faut que je rajoute du poids jusqu'à ce que le ballon soit équilibré, donc c'est-à-dire qu'il ne descende plus et qu'il ne remonte pas non plus. Là, j'ai plein de poids de 2 kg, 1 kg et ça va jusqu'à 50 grammes. Par exemple, je viens de rajouter 2 kg et j'ai vu que le ballon descendait, donc j'ai enlevé mon 2 kg. Je vais essayer avec 1 kg. Et je vais réduire jusqu'à ce que le ballon ne descende plus et ne monte plus non plus. 1 kg. C'est le mettre à l'équilibre. Voilà. Donc là, ça y est, je suis à l'équilibre, c'est-à-dire que je ne monte plus et je ne descends plus, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, la sangle qui vous retient au sol, elle est lâche. Donc ça veut dire que le ballon, il descend pas, il s'écrase pas au sol, mais il monte pas assez pour tendre la corde non plus. Pour avancer, ça va être comme la brasse. Donc vous ramenez l'aile à plat vers l'avant, vous pivotez, vous poussez l'air derrière vous, vous remettez à plat. Oh là là. Donc je vais commencer à partir en montant, en faisant les mouvements très doux de 8. Oh, regardez, je suis en train de décoller, mais c'est génialissime. Oh, c'est si doux. Je fais un mouvement de 8 avec mes bras. Hop, et à présent, attention. Ça y est, je vole. Et pour tourner, Mirabelle, c'est juste une aile que je bouge. Hein. C'est ça, là, vous allez tourner. Et ça marche! Un vol, ça dure combien de temps en moyenne? Nous, on propose des créneaux d'une demi-heure, parce que c'est assez physique quand même. Et n'importe qui peut en faire? Alors nous, on propose à partir de 10 ans. Et après, oui, en fonction de la force qu'on a, ça peut aller jusqu'à un certain âge. Moi, j'ai déjà fait voler des personnes jusqu'à 80 ans. Ah ouais. Et on a déjà fait voler aussi des personnes en situation de handicap parce que finalement les jambes ne sont pas utilisées là. Ah oui, ça c'est formidable. Voilà. On peut aussi faire monter les personnes et puis leur proposer de monter jusqu'en haut sans trop utiliser les bras s'il y a des soucis à ce niveau-là. Et au niveau du poids, est-ce qu'il y a un poids maximal et minimal pour pouvoir en faire? Ce ballon-là, il porte 90 kg et on a un plus petit ballon juste derrière qui porte lui jusqu'à 50 kg. Bon je crois que je vais faire un petit somme, je commence à fatiguer les bras. Mirabelle, vous gérez hein? Ouais. Je peux y aller, je peux me reposer. Pas de souci. Je risque pas de toucher le plafond ou m'écraser lamentablement par terre? Alors vous n'allez pas vous écraser ou toucher le plafond plus que si vous battiez les ailes parce que le ballon il est équilibré, donc si vous arrêtez de battre des ailes, il va rester là où il est, peut-être descendre légèrement mais pas plus que ça. Et de toute façon, moi j'ai une petite ficelle là et puis j'ai la même derrière et ça me permet de vous aider si jamais il y a besoin, donc de vous ramener au sol, de vous écarter des murs. Vous n'êtes pas laissé sans rien. C'est de la triche en fait, moi je fais rien, c'est vous qui faites tout. C'est de la sécurité, c'est pas de la triche. En même temps, c'est quelque chose de rassurant, mais quand je vois ce fil et sa finesse, ça me rassure pas des masses. On dirait que ça tient rien du tout, ça. Alors c'est très solide, hein, c'est des fils de parachute, donc ça tient quand même bien. C'est sûr, je vais pas tomber, hein? Ah ouais, sûr. Ça fait quand même bien flipper. J'imagine qu'on va pas très très vite en aéroplume, ça a l'air d'être l'apologie de la lenteur et de la douceur, cet engin. On va à combien de kilomètres heure en moyenne? De 5 à 8 km/h, ça dépend vraiment des pilotes. Et si je veux aller plus vite, c'est-à-dire si je veux passer de 5 à 8 km/h, qu'est-ce que je vais devoir faire? Alors il ne faut pas faire des mouvements plus grands, trop amples ou trop rapides. En fait, le secret, c'est un peu la fluidité du mouvement. Ça ballotte pas mal d'avant en arrière. À quoi c'est dû? Alors ça, c'est soit vos mouvements sont un petit peu donnés par à coup, soit vous mettez un peu trop de force dedans. Quelle est l'erreur du débutant? Ce qu'il faut vraiment, mais surtout ne jamais faire et qu'on fait tous spontanément. De vouloir mettre trop de force dans les mouvements et de ne pas anticiper aussi l'inertie du ballon. Le ballon, en fait, il met du temps à réagir et il continue de tourner longtemps après qu'on ait arrêté de le lui demander. Là, je fais plus rien et puis je descends.
comment ça se fait que je descende alors que je bats plus des ailes? Alors parfois, il y a aussi une différence de température entre le sol et le haut du hangar. Donc par exemple, moi je vous ai mis à l'équilibre pour la température qu'on a au niveau du sol, mais s'il fait légèrement plus chaud là-haut, le ballon va être trop lourd pour là-haut, donc il va descendre jusqu'à arriver dans un air froid où il est trop léger, et vous allez vous stabiliser à une certaine hauteur. Et pour redescendre, eh bien, je fais le mouvement du 8 inverse, c'est ça? C'est ça, donc il faut aller creuser l'air Je avec l'avant de creuse l'aile l'air. et avec l'arrière de l'aile. Ah, Pas tout à fait, alors c'est plus dur, hein? il est moins intuitif ce mouvement. On me pousse vers le bas Vous et mettez je le vers le remets haut, vers voilà. le haut. C'est Et plus dur comme maintenant, mouvement. vous mettez votre petit doigt vers le bas, vous le mettez vers le haut. Voilà. Le pouce vers le haut, ça m'aide bien. Le petit doigt vers le bas. Et je vais m'écraser. Et Mirabelle s'en fout totalement. Non, Elle est en train de s'éloigner. vous descendez délicatement. C'est pas la même chose. Mais pourquoi là je redécolle? Mirabelle, je redécolle. Qu'est-ce qui se passe? Hop, alors je vous ramène. C'est un signe, je dois rester dans les airs. Je comprends pourquoi ça s'appelle aéroplume, parce qu'on a l'impression d'être une véritable plume et on arrive tout en douceur. En fait, ce qui est extraordinaire avec l'aéroplume, c'est que quand on est en l'air ou quand on est au sol, qu'on décolle ou qu'on atterrisse, tous les mouvements sont extrêmement doux. C'est même, enfin, je sais que je suis un gros patapouf en l'air, mais n'empêche qu'on a l'impression d'une sensation de grâce. C'est tellement léger, aérien. Moi, je valide, j'adore. Alors là, j'ai la très très grande chance d'être avec l'inventeur de cette aéroplume. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour avoir cette idée incroyable de nous faire voler? En fait, moi, je suis passionné de ballons dirigeables. Et un jour, j'ai décidé de m'en construire un. Je me suis dit que j'allais faire le plus petit possible. C'est un ballon dirigeable où c'est moi le moteur, ça évite de rajouter des moteurs, etc. etc. J'ai tout minimisé, le minimum d'hélium, le minimum de tissu, et ça a donné l'aéroplume. Mais vous savez à quoi j'ai pensé quand j'étais dans les airs, enfin quand j'ai commencé à être harnaché comme ça? J'ai pensé au dessin de Léonard de Vinci, où on le voit créer justement l'homme qui serait en train de voler, un grand rêve de l'humanité en fait. C'est ça. Alors en fait, que ce soit Léonard de Vinci ou Icare, on voit qu'ils sont allongés à plat ventre, ils écartent les bras, ils font des choses avec les bras. Et en fait, je crois que le modèle, c'est l'oiseau. Donc en fait, l'homme, quand il se projette dans les airs, il se compare à l'oiseau et finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve allongé à plat ventre. Les ailes, c'est nos bras, on ne peut pas faire autrement. Quand est-ce que cette aéroplume a fait son tout premier vol? Et surtout, est-ce que c'est le seul ici qui vole dans le hangar ou on vole ailleurs? Les premiers vols, ils ont eu lieu en 98. On a volé dans le gymnase de l'Université de technologie à Compiègne pour la première fois. Il y a quelques aéroplumes ailleurs dans le monde. Il y en a un dans la grotte de la Salamandre, dans le sud de la France. Il y en a deux en Chine aussi, dans un parc d'attractions. On a eu la chance de voler dans le Grand Palais à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, dans la Grande Halle de la Villette. On a volé dans une cathédrale à Mons, en Belgique. On pourrait se dire, ah oui, mais c'est dommage, on peut en faire qu'en intérieur, donc on est limité dans ses déplacements. Mais ça nous permet aussi de voler par tout temps. C'est ça. Alors, c'est non seulement par toutes les météos, mais ça permet à tout le monde de tenter l'expérience. Tandis que voler dehors, faut être aéronaute. Faut étudier la météo, faut étudier la réglementation aérienne, etc. C'est beaucoup plus complexe. Et puis, il faut attendre le bon créneau météo, ce qui peut prendre des semaines, en particulier ici en Normandie, où il y a quand même un petit peu de vent. Le fait de voler en indoor, ça sécurise énormément le vol. Alors, si je ne suis pas une aéronaute, je suis par contre une plumonaute. Absolument. Ça va là-haut? Très bien, très bien. C'est vraiment génial. Vous voulez que je tienne la ficelle? Si je tire d'un coup sec, ça vous dérange pas? Il rigole, mais il n'est pas vraiment assuré. Pour voler une demi-heure, c'est 70 €. C'est quand même pas à la portée de toutes les bourses. En réalité, c'est pas cher du tout. Parce que si on considère qu'il y a plus de 5000 € d'hélium à l'intérieur du ballon, c'est un gaz très volatile, c'est un vrai sujet. Ah oui. Donc en fait, nous, on fait un prix pour essayer d'équilibrer au mieux possible le projet. Il faudrait vendre plus cher en réalité. Vous avez combien de ballons en tout? Aujourd'hui, il y a eu plus de 12 aéroplumes construits. Comme vous êtes un inventeur, j'imagine que vous avez 1000 idées à la seconde. Est-ce que vous êtes sur d'autres projets d'engins volants? Alors en vrai, oui, moi j'ai envie d'aller voler dehors. Donc on essaye de construire des ballons avec des moteurs électriques. On a déjà fait 3, c'est l'électroplume. Mais bien sûr. Ce en
hangar date de la Première Guerre mondiale. Il a été classé monument historique en 2003. Et ce qui surprend immédiatement, c'est ses proportions, mais presque démesurées. C'est immense, on dirait une cathédrale de béton et de fer là quand on regarde ça. Mais c'en est une, c'est d'ailleurs son surnom, donc la cathédrale. Les gens du coin l'appellent comme ça depuis plus de 100 ans. Si vous regardez l'architecture générale, on est sur une type cathédrale, hein, avec les arcs-boutants qui sont intérieurs, et ce qu'on peut appeler la nef, donc toute cette longueur-là, on est sur une nef qui est plus grande que celle de la cathédrale de Chartres, par exemple. Donc en fait, on est sur 150 mètres de long, on est sur 40 au sol et sur 32 en hauteur. Ça fait quand même un bâtiment de 11 étages hein, qu'on peut mettre à l'intérieur. Mais c'est en fait le hangar le plus grand d'Europe. Alors, c'est le plus grand d'Europe, mais c'est le plus vieux et le seul unique au monde, puisque c'est le seul hangar qui reste de la période 14-18. Hein. Tiens Pascal, c'est quoi là cet écart entre les deux morceaux de poteau là? Alors ça, c'est la jonction entre, donc ici, la fin des premiers 50 mètres, et ici, le début des 50 mètres suivants, évidemment, ce qui sont les 50 mètres du milieu. Cet espace, c'est un espace de dilatation qui permet en fait au bâtiment de bouger, c'est un grand mot évidemment, hein, mais accrochons-nous. En fait, ce bâtiment-là, il a plusieurs systèmes de dilatation pour éviter que le béton explose. Dans toutes les maisons, dans toutes les églises, dans toute l'architecture, il y a de la dilatation comme ça. De ce côté-là, vous avez le mur du fond qui est totalement indépendant de la structure. C'est-à-dire qu'il y a un grand vide et donc s'il y a du vent comme ça bouge. Donc le mur peut même tomber, la structure ne bougera jamais. Quand je regarde cette voûte, je me demande ce qui se passe de l'autre côté. Nous avons des tuiles, c'est ça? Alors oui, c'est effectivement des tuiles, 3552 tuiles. Elles sont toutes d'1 centimètre d'épaisseur. On est sur quelque chose de très très allégé, tout comme la structure d'ailleurs. Si vous regardez les piliers, les poteaux, on est sur quelque chose de très très aéré, très très fin. C'est ce qu'on appelle une voûte en chaînette inversée. Les calculs ont été faits avec une chaîne, puisqu'à l'époque, évidemment, en 1917, on n'est pas sur un ordinateur de bord. Hein. Et tous les calculs sont faits pour qu'il n'y ait pas, justement, comme dans l'art gothique ou l'art roman, qu'il n'y ait pas de clé de voûte. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un seul endroit où les portées agissent. C'est une grosse nouveauté, d'autant plus qu'elle est pour la première fois en 100% béton armé. Mais quelle est l'origine de ce hangar? Pourquoi il a été construit et quand? Alors, l'origine, c'est bien évidemment la Première Guerre mondiale. C'est un bâtiment militaire, donc, pendant la guerre, et début de construction en 1917. L'origine, c'est d'avoir un endroit pour stocker des dirigeables militaires, bien sûr, pour aller en mer, couler, entre guillemets, les sous-marins allemands qui faisaient le blocus entre la France et l'Angleterre. Mais voilà. Là, je vois qu'il n'y a plus aucun dirigeable d'époque. Ils ont tous disparu. Oui, alors ils ont disparu de toutes les époques, c'est-à-dire de la Première Guerre, 14-18, hein, dirigeables en caoutchouc, et des années 30, les fameux zeppelins allemands, sont tous passés à la fonderie, comme les hangars allemands d'ailleurs, pour effort de guerre en 1944, du côté allemand bien sûr. Et là, celui qu'on voit là-bas sur l'image, qu'est-ce que c'est, la photo? C'est celui qui était ici, attribué au hangar d'Écosville. C'est le Z21 qui était immatriculé ici et qui servait en 14-18. Donc on l'a repris simplement pour vous montrer ce qu'était un dirigeable en 14-18 dans le hangar. Et est-ce que c'est vrai que ça a servi aussi d'abri pour faire les premiers essais de la bombe H ici? Ah oui, alors là c'est une période très très importante, top secret. Mais c'est celle des années 60. Donc là, on est après Deuxième Guerre mondiale, on est dans ce qu'on appelle la guerre froide. Donc ici, ont été mis au point tous les calculs d'accrochage et de largage du module qui supportait donc la bombe atomique pour faire des largages, pour faire les premiers essais atomiques français. Alors ce qui est formidable ici, c'est qu'on a toute une série de graffitis, datant de toute époque d'ailleurs. On recense quand même à partir de 1917-18 un graffiti sûr. Et après, on est sur la deuxième période des années 30, donc des marins d'Écosville, d'artilleurs. Et ensuite, on a beaucoup d'Américains allemands, donc 40, 44, 45 même. Et après, on a certains des années 60, donc de la période de guerre froide atomique. Donc là, par exemple, que représente ce dessin et il date de quand? Alors celui-ci, c'est un graffiti américain, donc qui suit le débarquement, quand ici, c'est un garage de réparation, d'entretien de tous les véhicules américains. Ce petit outil est en fait un outil de soudure, puisqu'ici, c'était des soudeurs, des gens qui travaillaient, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les mécanos poids lourds. Et là, un petit peu plus loin, c'est une croix lorraine, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une croix de Lorraine, c'est typiquement la France libre, hein, donc de Gaulle pour simplifier. Et vous en avez une autre ici en parallèle avec, souvenez-vous, du serment de Koufra, écrit ici. Donc le serment de Koufra, c'est le serment fait par les Français en 1941 pour libérer la France jusqu'au bout, jusqu'au Rhin, jusqu'à Strasbourg, fait par Leclerc. Donc ça va être la deuxième DB qui va débarquer ici et qui va accomplir ce serment en fin 1944 en libérant Strasbourg. Oh, et c'est quoi là, cette femme qui est en train de plonger, on dirait? Alors c'est ce que nous on a appelé la Vénus au ballon,
Donc en fait, vous voyez la structure avec la coiffure, on est sur Première Guerre mondiale, les années 10-18 évidemment. Hein. Et là, vous avez le dirigeable. Donc, oui. Alors c'est ce qu'on appelle le graffiti le plus ancien du hangar et qui est surtout presque le plus esthétique parce qu'on note quand même que les proportions sont faites, ce dessin, par quelqu'un qui devait s'y connaître en art plastique comme on dit aujourd'hui. Alors lui, je le connais et ça doit être super récent là, c'est Popeye. Alors c'est pas super récent, c'est vous qui encore l'avez une fait. fois... Non. Ça aurait pu, mais c'est quand même des graffitis d'origine sur un bâtiment classé, donc on évite quand même de s'en servir comme de tableau. Donc ça c'est Popeye, évidemment Popeye est américain, donc on en conclut bien évidemment que c'est un graffiti des années 44-45 américain. Et quels sont les graffitis les plus étonnants qu'il y a ici? Alors il y en a plusieurs, mais il y a par exemple celui-ci, qui est donc ce qu'on appelle notre Adolphe. C'est en fait, voilà, bien évidemment, le tristement célèbre Adolf Hitler qui a été crayonné comme ça. Alors celui-ci a une histoire toute particulière, n'est-ce pas? Oui, celui-ci est donc un graffiti allemand. Donc en gros, ça veut dire garder cet endroit propre pour la traduction. C'est un graffiti qui a donc été écrit en 44, début 45, par un Allemand qui était prisonnier ici, qui aidait les Américains à la réparation des véhicules. Et ce monsieur, son fils a trouvé en 2007 qu'il y avait une première ouverture du bâtiment, du hangar, et comme son père évidemment a dû parler de ses années de guerre, son fils l'a amené ici, et son fils a fait réécrire son père, donc son père a réécrit ce graffiti qu'il avait déjà écrit en 44. Donc c'est le seul graffiti qui a été réécrit et repassé, qui fait beaucoup plus neuf que les autres, entre guillemets. Parce qu'il est de 2007 en fait, mais de 44 à l'origine, par la même main. Quand on arrive à l'extérieur, on voit toutes sortes de vestiges du passé, par exemple. Là, qu'est-ce que c'est que cette structure? Alors on a tous les vestiges de tous les passés, puisque là on est déjà en 1919, là, donc c'est les vestiges de la porte pour évidemment le départ des dirigeables. Alors là, Pascal, c'est un lieu stratégique, en tous les cas, pour comprendre ce qui se passe face à nous. Là-bas, c'est un château d'eau, c'est ça? Oui, c'est le château d'eau d'origine, donc c'est 1918-19. Ouais. Qui était donc bien évidemment comme tous les châteaux d'eau, puisqu'ici c'était une base militaire. Donc la plupart des bases à cette époque-là, c'est en autarcie totale. Donc on a château d'eau, on a les campements, on avait une ferme pour la volaille, etc. De l'autre côté du hangar, on avait un lavoir, enfin ouais, il y a tout ça. Il y avait même une prison, etc. Et là-bas, Et là-bas, c'est les deux pignons restants. D'ici, ça fait des poteaux, mais en fait, c'est des murs. Qui reste et on verra donc l'intérieur de ça qu'on a reconstitué dans le musée. C'est l'ancienne cabane TSF, donc la transmission sans fil en morse pour en fait avoir ce qu'on appelle la communication sol-air avec le dirigeable. et puis derrière vous, là, qu'est-ce que c'est? C'est un mémorial ici, non? Oui, la bataille d'Écosville, on est quand même sur plus d'une centaine d'Américains tués en face là dans le champ. Donc c'est un mémorial en souvenir de cette 105 Américains qui ont donné leur vie pour libérer donc le hangar évidemment, c'est la libération de la Normandie et de la France, mais cette bataille d'Écosville du hangar qui va se terminer à Montglow. Donc on reconnaît le drapeau américain, français et puis normand. Voilà. D'accord. Car la Normandie est un pays, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Changement de décor, juste en face du hangar, nous entrons dans le musée. Allez, à peine arrivé dans le musée, qu'on embarque déjà, hop, hop, dans un camion. De quelle époque? 1915, camion Latil, ingénieur français. Ah là là, et il servait à quoi ce camion? Alors ça servait celui-ci pour l'artillerie, donc de marine. Donc ça tirait un gros canon de plusieurs tonnes et on allait joyeusement faire la guerre avec ça, à 22 km/h. Face à moi, une petite maisonnette. C'est une guérite 1939-1940 qui était à l'entrée du camp là-bas. Et c'est un décor des cinémas Gaumont de style 39-40 pour le film De Gaulle 40-44. Donc ce musée, c'est vous qui l'avez créé grâce à votre association. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce musée? Alors ici vous avez tout ce qui s'est passé sur ce site, la vie du hangar, depuis 1914 jusqu'en 2003, avec 4 grosses périodes, 14-18, entre deux guerres, 39-45 et l'après-guerre, guerre froide. Oula, il y a plein de bombardements là, j'attends pas grand-chose. Pascal, on est où là? Alors là, on est dans le bloc TSF, donc transmission sans fil, qui permettait aux dirigeables de communiquer les positions des sous-marins aperçus en mer aux bateaux de la marine pour pouvoir attaquer les sous-marins. À votre avis, Ariane, de quelle couleur étaient les dirigeables en 14-18? Bah, j'imagine que ça devait être une toile blanche, non? Crème? Comme ça? Pas tout à fait. C'est 50-50. La moitié était sans cette fameuse toile qui les recouvrait, c'est-à-dire caoutchouc, donc noir. Et l'autre partie avec une toile qui les recouvrait, mais cette toile était enduite de chromate de plomb, donc jaune. Ah! Les dirigeables étaient jaunes. Ça, c'est un vrai bout de vrai Oui, dirigeable. retrouvé dans le hangar de 14-18. Derrière moi, ce qu'on appelle des mouchoirs d'instruction. Donc, on ne se mouche pas avec,
On pourrait, mais ce n'est pas le but premier. Après la guerre de 70, on s'est aperçu que les soldats étaient plus ou moins encore analphabètes. Je vous rappelle que la plupart des gens ne parlaient encore que leur langue régionale. Le normand, le breton, le poitevin, l'alsacien, etc. Donc il fallait unifier un peu tout ça. Et le mouchoir d'instruction était donc porté par chacun, par chaque soldat, et donc permettait de lire du français tout simplement. Oui, mais initialement, ce mouchoir, il avait une vocation première qui était Oui. de mettre son bras en Il a, écharpe. il a plusieurs vocations. Il a une vocation médicale, si on veut, de mettre son mouchoir, effectivement, son bras en écharpe. Il a une vocation pédagogique, donc voir, lire, apprendre. Et il a une devise, cette devise qui est ici, vous voyez. Fais ce que doit, advienne que pourra, et tu seras pour tous un bon citoyen, un bon soldat, un honnête homme, qui sont les 3 devises cardinales dans l'armée de la République française à cette époque-là. Celui-ci, c'est pour la façon de transporter les blessés. Alors, c'est à la fois un prétexte, c'est-à-dire qu'on doit lire du français, mais c'est aussi instruction, c'est-à-dire comment on fait un brancard, comment on porte quelqu'un et comment on peut le sauver. Du coup. Donc c'est l'instruction qui concerne la guerre directement. Alors, hein, c'est pas... l'instruction militaire, bien Oui. sûr. Celui-ci, c'est le mouchoir d'instruction numéro 8, vous voyez, le placement des effets dans son pactage. Les effets personnels, donc brosse, ciseaux, Tout ce etc., tout ce etc. qu'un soldat doit avoir dans son pactage. Tout ce qui nous entoure, là, ça a été retrouvé sur site. Oui, on retrouve en quasi-permanence des boulons, des clés, des bouts de moteur, tout un tas de choses. Et là, C'est le début de la libération du hangar, donc il y a eu effectivement des attaques, donc ça c'est Oui. des obus de canon, tout simplement, avec le brancard. d'origine également. Oui. Et ici, un autre objet retrouvé assez récemment, l'année dernière, hein, c'est ça, un drapeau. Oui, alors c'est un drapeau qui était accroché au mur derrière le bureau du chef. Et c'est donc été retrouvé par le propriétaire dans son champ où il y avait donc un bunker. Il l'a subtilisé en 1944 et il l'a caché sous une pile de draps ou quelque chose dans une armoire. Ce qui fait qu'il est réapparu l'année dernière avec les couleurs d'origine qui a 80 ans mais tout neuf. Particularité du musée, c'est qu'ici sont exposés bien sûr toutes sortes d'objets qui datent de la Première et Seconde Guerre mondiale, mais surtout, on peut les acheter à un prix défiant toute concurrence. Pour C'est un peu- certains d'entre eux. C'est ça. Certains d'entre eux, Ouais. c'est comme une brocante en fait. C'est des objets qui sont des collectionneurs de l'association, donc c'est des doubles, c'est des choses comme ça que les gens vendent. Donc là on est sur plutôt assez rare, hein. C'est un casque 14-18, hein, comme vous voyez. On n'est pas trop cher hein, parce qu'à l'intérieur il y a encore la coiffe Garand. Donc d'origine, ben, la coiffe Garand, c'est vous voyez, il y a des morceaux rouges là comme ça. Oui. Et ça c'est typique des tout premiers casques, donc c'est 1914 vraiment quoi. Et cette gourde, Alors là, on est en 43. C'est une simple gourde américaine, hein, qui est évidemment d'origine. Hein, et la date est là. Et donc ça, on est sur une vingtaine d'euros. Hein. 20 euros. C'est fantastique de tenir ces objets en main Oui, c'est des Qui ont objets une histoire, qui ont débarqué. Donc. et qui sont reliés à l'histoire d'un homme, Ouais. de plusieurs hommes. Non, Ah, c'était du whisky. c'est possible. Non. Vous voyez, on a des médailles 14-18 françaises. On a même des médailles belges. On a d'autres casques 14-18. Nouveauté dans ce musée, c'est l'expérience virtuelle. Là, j'enfile mon casque de réalité virtuelle et je me retrouve à bord d'un ballon dirigeable. Pascal, c'est extraordinaire, là où est-ce que je suis? C'est dans la nacelle d'origine 1917. Ah, il y a le hangar là derrière. Ah non, il y a un mur. Il y a le hangar derrière moi. Je sens l'air, je sens même le vent passer dans mes cheveux. On est sur de la réalité virtuelle 360, donc tu peux faire tout le tour. Tu peux voir le hangar derrière, la mer devant, sur la droite. Tu peux regarder sur le bord de la nacelle. Alors, Ouais, je peux me pencher, mais je vois tout, absolument tout. Mais c'est hallucinant. Et ça dure combien de temps? C'est payant. 4 minutes pour 7,50 €. C'est fascinant comme expérience, on s'y croirait. Là, je vois juste au-dessus de moi le ballon bouffé à l'hélium. Derrière moi, toujours vraiment au loin maintenant, le hangar, les hélices qui tournent. Et ça, c'est moi. Et si vous souhaitez à votre tour visiter le hangar à dirigeable d'Écosville, Sachez qu'il est ouvert. tous les jours des vacances de février aux vacances de la Toussaint, de 14h à 18h et de 10h à 18h l'été. Prix de l'entrée 6 €, 2,50 € pour les moins de 14 ans et c'est gratuit pour les moins de 8 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du hangar aérobase.fr.